Bienvenue dans cette série d'entretiens des voix de l'EMM. Frédéric Matagne, merci de nous avoir rejoints, merci d'avoir accepté l'invitation et de nous accorder ce temps d'entretien, ce retour sur l'expérience CEPAC. Alors quand je dis CEPAC, on se dit mais pourquoi les voix de l'EMM, qu'est-ce que le CEPAC? Certains vont se dire et d'autres se diront pas du tout qu'est-ce que le CEPAC, ils sauront tout à fait ce que c'est. En fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'à un moment donné, le programme a changé de nom dans sa longue histoire et dans sa série d'adaptation, d'évolution, de rénovation, etc., qui sont toujours liés au fait qu'on veut rester très proche de l'économie et du réel, très proche des praticiens, tout en ayant le côté de la rigueur académique. Donc, je suis très très heureux de t'accueillir ici et je Avec voudrais plaisir. t'inviter. Merci de prendre du temps. Et je voudrais donc te proposer peut-être de commencer avec, en quelques mots, si tu veux bien te présenter, dire un petit peu quel a été ton parcours depuis ton passage dans ce programme, et puis quelle est ton actualité, parce que c'est l'occasion de parler de ça aussi. Eh bien, donc Frédéric Matagne, voilà. À l'époque où j'ai fait le CEPAC, je travaillais chez Belgacom, donc maintenant qui a aussi changé de nom, Oui, Proximus, dans le département B2B, donc pour les offres de services vers les entreprises. Et j'étais product line manager. J'avais une équipe de 4 personnes, mhm, et donc je faisais du product management de services B2B. mhm, Après le CEPAC, quelques années après, j'ai évolué vers le marketing, plutôt marketing opérationnel, channel marketing pendant quelques années, et puis la communication pendant 2 ans, tout ce qui était action de communication pour B2B, pour Belgacom, mhm, gestion du budget, gestion des actions, gestion d'actions de communication en collaboration avec des agences externes. Et puis j'ai quitté Belgacom pour aller chez Bose, Consumer Electronics, B2C. Et là, j'avais une casquette, si on veut, de product manager. Ça s'appelait pas comme ça, mais en gros, ils m'ont embauché pour essayer de faire changer les choses, en ce sens que Bose est une entreprise américaine. Et bon, à l'époque où je les ai rejoints, c'était en 2006, je pense. C'était donc une boîte américaine qui faisait des produits conçus aux États-Unis, vendus dans le monde entier, y compris en Europe, mais sans vraiment savoir ce que les clients européens, ce dont ils avaient besoin. mhm. Et donc, mon travail a consisté, en gros, à essayer de mieux comprendre les besoins du marché européen et d'influencer les développements de Bose pour que ce soit le cas. Donc j'ai fait beaucoup de choses différentes. Je peux en parler pendant des heures, mais c'était vraiment un environnement très intéressant, très épanouissant. Oui, oui, donc ce que je trouve intéressant, c'est d'abord le cheminement B2B, B2C, mais surtout ce travail d'adaptation d'un produit qui est physique et donc qui demande, c'est pas juste du logiciel, alors c'est pas de la localisation de logiciel, c'est plus complexe. Donc tu as dû être impliqué dans tout ce qui était innovation produit, etc., en fonction des besoins du marché. Oui, j'étais très étroitement en collaboration avec les ingénieurs de développement aux États-Unis, avec la Mhm. recherche et développement, avec les product managers et avec le terrain aussi, parce qu'une grosse partie du travail, c'était d'aller sur le terrain dans toute l'Europe, en magasin, avec les vendeurs, comprendre les clients, aussi aller Mhm. vendre en magasin des Mhm, produits, mhm, être mhm. vraiment confronté en direct aux questions des clients. Oui. Aussi collaboration avec toutes sortes d'études qualitatives, quantitatives, mais surtout qualitatives, notamment au niveau de la perception des matériaux, de la qualité des matériaux, de l'agencement des matériaux du produit, des couleurs, Mhm. différents types de matériaux, la perception de tout ça. Aussi la différence de perception des produits et de la marque en Europe par rapport aux États-Unis, ça a Oui. joué Oui. énormément aussi. La perception de la marque est tout à fait différente et donc il a fallu convaincre à un moment donné concrètement les product managers et le management là-bas aux États-Unis de dépenser quelques dollars par produit pour par exemple avoir des couleurs plus attractives ou des matériaux plus attractifs, certainement dans tout ce qui était domaine de l'audio portable, hein, les petites Oui. enceintes portables où toutes les tendances de mode finalement ont une très grande influence.
Ça couvrait aussi les aspects régulatoires, enfin tous les produits liés, tous les aspects liés à la conception d'un produit, c'est très très large. Oui, c'est super Euh, intéressant. Et à titre personnel, je trouve qu'il y a il y a une espèce de rigueur à laquelle on est astreint quand on a affaire à des produits physiques et quand on est dans le monde industriel qui ouais. contraste beaucoup avec le genre de choses qui m'arrive de voir dans des environnements très logiciels et très virtualisés dans le digital. Oui, et en même temps, tous ces produits-là incluent également du logiciel, hein, parce Bien que tout sûr, ce qui est bien sûr, processus audio, etc., bien ce sûr, sont de l'électronique gérée bien par sûr. des softwares internes. Oui. Et il y a les deux aspects, il y a l'aspect produit physique et software. Et il faut agencer les deux, ce qui est pas toujours facile non plus. Ça fait une belle expérience. Mais je t'ai interrompu, j'étais juste trop curieux Oui, par rapport à l'expérience Bose, donc je vais te laisser continuer. oui, ben, je peux en parler pendant des heures. Euh, On fera euh, peut-être un épisode spécifiquement sur cet aspect-là. D'ailleurs, je me demande si ce on serait pas un peut. truc à faire. Il me semble qu'à un moment donné, il va falloir qu'on parle de ça. Je suis certain que ça sera utile. Oui, tout à Donc, fait. je prends déjà rendez-vous. Oui, c'est noté. Après Bose, en fait, voilà, je me suis installé comme freelance avec toute mon expérience product management, marketing, combiné B2B, B2C, en télécom et en consumer electronics, et aussi d'autres expériences parce que vers la fin, les dernières années chez Bose, j'ai également travaillé sur pas mal de projets stratégiques. Qui étaient en fait des études par exemple de faisabilité ou d'attractivité de certains marchés pour Bose, Mhm. dans une optique de différenciation. Donc j'ai fait des choses qui étaient tout à fait différentes de l'audio chez Bose. Et donc ça avait une certaine ouverture d'esprit. C'était vraiment très 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 intéressant. Oui, Et donc je me suis installé comme freelance. Mon premier client était Nico, donc les prises électriques, les oui, équipements électriques. Euh, avec Nico qui est une approche très très intéressante au niveau de la proximité des différents types de cibles. Bon, bien sûr les clients finaux, mais certainement les installateurs. Un accent particulier sur les installateurs. Ils sont très très proches des installateurs et de la compréhension de leurs besoins. mhm, Par exemple, pour réduire le temps d'installation d'une prise électrique, ça a l'air tout bête, mais ce n'est pas si évident que ça. Et ça a une mhm, influence directe sur l'attractivité des produits par des installateurs. mhm. Euh, Parce que ils gagnent au niveau des coûts d'installation, tout simplement. Enfin, ça, c'est juste un exemple concret. Il y a plein Donc d'autres. c'est déjà en fait, tu es déjà dans une. Ce qui me frappe beaucoup dans tout ce que tu racontes du chemin, c'est d'abord cette volonté d'être proche du réel, du terrain, de la pratique et du Oui, produit. Et puis la deuxième chose, c'est que on parle beaucoup aujourd'hui, dans l'économie actuelle, on parle beaucoup de tout ce qui est écosystème, tout ce qui est partenaires, qui sont externes à l'entreprise, mais qui vont contribuer de manière essentielle à son succès. On voit d'ailleurs dans le module de transformation digitale à l'EMM cet éclatement de l'entreprise en un réseau d'activités plutôt en des choses très cadenassées, très contenues. Et ici, quand tu parles de Nico, j'ai l'impression que tu es déjà dans une logique comme ça de parties prenantes externes et de prise en compte de ces parties prenantes externes, pas seulement comme dans un esprit transactionnel, mais vraiment dans une compréhension de leur utilisation et de leur rôle dans la chaîne d'utilisation du produit, au fond. tout à fait. La chaîne d'utilisation, mais aussi la chaîne de mise à disposition du produit vers le client. Mhm, mhm, Dans ce cas-ci, l'installation d'équipements électriques dans une maison. mhm, Chez Bose, j'ai aussi beaucoup travaillé sur des partenariats, essayer de développer et de screener l'Europe pour identifier des partenaires potentiels dans certains types de secteurs ou de développement de produits. Euh, et donc, y compris genre une veille technologique, aller à des conférences où je rencontrais pas mal de startups qui avaient des toutes nouvelles technologies qu'on avait en développement chez nous, ou pas nécessairement, je veux dire chez nous, chez Bose à l'époque. mhm. Et donc dans un souci de voir, quand une société veut se diversifier au niveau des produits, il faut faire la part des choses entre la prise de risque de sortir vraiment du cadre, Oui, ou sortir, enfin prendre un peu moins de risques en utilisant certaines choses qui sont déjà plus ou moins maîtrisées en interne. Quand je dis plus ou moins, ça dépend où on place le curseur. oui. Mais tout soit doit être analysé et réfléchi.
C'est pas si évident que ça. Mhm. Et donc voilà, j'étais beaucoup en contact aussi avec l'extérieur. Et je trouve en tout cas, ce qui est très important, en tout cas dans mon expérience, c'est assez parlant effectivement, d'essayer de comprendre l'environnement extérieur dans l'entreprise. Dans quel environnement l'entreprise évolue, Mhm. quels sont les partenaires possibles, bien sûr aussi les concurrents, Mhm. et pouvoir s'adapter à la situation, mais surtout toujours avec enfin ça c'est quelque chose qui m'est très cher, c'est vraiment comprendre le besoin du client final. Oui. Parce que même en B2C, je veux dire par exemple dans l'exemple de Bose, les clients directs de Bose, ce sont des magasins en fait, c'est du B2B. Oui. Bien sûr, il y a de la vente en direct aussi via le site web et certains magasins aussi en direct. Et il y a les deux en fait, c'est une combinaison des deux, mais il faut comprendre un peu l'enchaînement des choses. Et Euh, j'imagine que pour la partie B2B, tu as un peu le levier, bon, effectivement, le côté B2B, mais aussi le pool qu'on essaye de créer au niveau du marché pour qu'il y ait le tirant nécessaire et que le oui, partenaire de distribution veuille bien avoir ces bien produits-là sûr, dans sa bien liste. sûr, ça marche dans les deux sens. Hein. Mhm. Je veux dire, il faut, si des distributeurs, par exemple dans le cas de Nico, un Brico par exemple, hein, vend des produits Nico, ben forcément, il faut que des clients qui rentrent dans le magasin et qui Mhm. désirent acheter du Nico, sinon ça marche pas. Donc Oui. effectivement, Nico a beaucoup d'actions aussi en direct vers les clients, toute une série de campagnes de publicité, ce genre de choses, quoi. Alors, il me semble aussi que tu as une facette de musicien aussi, et de capacité d'orchestration finalement, de Oui, diriger de la musique. Et je me demandais si c'est dans quelle mesure cette facette-là t'aide t'a aidé dans ton parcours, parce que ça a l'air d'être pas mal d'orchestration, hein, ce que tu racontes. oui, effectivement. Et dernièrement, en fait, plusieurs contacts professionnels m'ont encouragé à faire une comparaison entre le métier de chef d'orchestre et le métier de product manager. Et c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler, enfin, je suis juste au début du concept, mais je me rends compte qu'effectivement, il y a énormément de parallèles, et en particulier toute l'agilité qu'on peut retrouver dans certains modes de fonctionnement en product management, qui sont vraiment à mettre en parallèle par rapport au métier de chef d'orchestre, qui est aussi méconnu, parce que c'est pas simplement faire du vent devant l'orchestre lors du concert, c'est beaucoup de préparation, Oui. c'est avoir une vision de la pièce, une vision de l'interprétation de la pièce, et gérer tout le processus de répétition, gérer les gens aussi, gérer Oui, les différentes équipes. il y a un côté humain très, Euh, très fort, hein, là-dedans. Très très fort, oui. Oui. Il y a vraiment un parallèle à faire entre si on prend les différentes sections dans un orchestre et dans une entreprise, le product manager doit aussi coordonner toutes ces sections, je veux dire les sales, le marketing, C'est un liant et essentiel. Oui. le product manager est vraiment un lion essentiel dans une société. Et il y a malheureusement, même encore à cette époque-ci, certaines sociétés ne sont pas conscientes de ça, malheureusement. Totalement pas. Donc, Et c'est vrai que ça fait, moi je rencontre dans ma pratique de conseil, je rencontre assez régulièrement des entreprises qui pensent qu'il suffit de lancer le produit, on l'a pensé et puis on le met sur un slide et on le lance. Et en fait, non, il y a quelqu'un qui doit le faire vivre et qui doit le faire vivre de manière harmonieuse par rapport aux parties prenantes internes et externes. D'ailleurs, toute la question des parties prenantes est un sujet en soi, hein. On ouais. en a fait un épisode du podcast de transformation digitale, je pense qu'on pourrait en faire d'autres. Mais en tout cas, je pense que cette histoire du rapprochement à faire entre le chef d'orchestre et le métier de product manager, j'ose espérer qu'on aura l'occasion d'en rediscuter un de ces quatre Oui, prochainement, j'espère quand tu aussi. seras prêt. Mais j'avais une question pour toi. Donc ton parcours, on voit bien ce que tu racontes. Qu'est-ce qu'a été, comment est-ce que tu vois rétrospectivement ton passage au CEPAC? Qu'est-ce que ça t'a donné comme ressource pour ce cheminement-là? Quel est l'avant-après au fond? Alors, il y avait déjà une sorte d'avant, parce que j'ai fait le troisième cycle en marketing and advertising chez Oui, Solvay. oui. C'est pour ça en fait que j'étais aussi au courant du CEPAC, parce Mhm. que j'étais un peu déjà un pied dedans. Oui. Et en fait, je suis ingénieur de formation, donc ingénieur civil. J'ai démarré dans les télécoms assez rapidement comme genre technical product manager à l'époque. Et puis
toujours eu l'envie, voilà, c'est dans ma nature sans doute de comprendre les besoins des clients Mhm. et j'ai eu tout mon cheminement, enfin chez Belgacom était enfin est toujours en fait une très grosse boîte et dans les grosses boîtes il y a toujours des opportunités d'évolution. Il y avait une restructuration presque tous les ans et donc j'ai frayé mon chemin quelque part au fur et à mesure vers le marketing et puis c'est pour ça que je me suis inscrit au marketing advertising. Mhm. Et puis après le CEPAC s'est présenté comme une opportunité de d'ouverture quelque part, de plus de compréhension des autres aspects dans la gestion d'une société, certainement les aspects stratégiques et financiers, qui sont très très importants bien sûr. J'étais déjà amené chez Belgacom à faire des business plans pour les investissements annuels dans les réseaux de données pour les entreprises. J'étais déjà confronté un peu à cette problématique, mais les cours notamment de finance et aussi de stratégie au sein du CEPAC, c'était vraiment très 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 intéressant. Et en fait, c'était quelque part un tournant quand je vois maintenant. Euh, C'était un tournant en ce sens que aussi le CEPAC, ce qui est important, je trouve, un aspect important, c'est que pendant un an, on est vraiment plongé dedans et toutes les personnes qui y participent sont toutes d'environnements complètement différents, Oui. de secteurs différents. Et en fait, je me suis rendu compte, enfin, ça paraît un peu bizarre, mais je me suis rendu compte, tiens, il n'y a pas que Belgacom dans la vie. Il y a d'autres sociétés, il y a plein de choses qui se passent super intéressantes. Et donc, ça m'a donné quelque part l'envie de faire autre chose que les télécoms. J'avais déjà un cheminement, j'étais déjà dans les télécoms depuis un certain temps et j'avais un envie de changement quelque part, mais c'est vraiment après le CEPAC que ça s'est concrétisé. Et donc après mon départ de Belgacom a été quelque part est devenu plus mature et en tout cas le CEPAC a été un des éléments déclencheurs. Ça a ouvert des envies d'exploration du monde. Oui, oui, tout à fait. Ok, et si tu devais isoler 5 éléments que tu retiens du programme, euh, qui t'ont apporté des choses à titre personnel, à titre professionnel, qu'est-ce que tu dirais? Ben, je dirais d'abord donc cet aspect-là, les rencontres avec des personnes qui travaillent dans d'autres environnements, d'autres secteurs. Mhm, Ce que je retiens aussi, c'est le travail très intensif que ça mhm. demande. Ça, c'est assez clair. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, c'est très bien. L'ouverture d'esprit, c'est un peu lié au premier point, mais je veux dire le fait de brosser plusieurs thèmes euh, et au travers aussi des cas, que sans doute quelque chose qu'on peut aborder aussi. Et Mhm, ce sont une complémentarité très intéressante par rapport à un cours théorique, mhm. ou même si c'est donné par quelqu'un qui a beaucoup de pratique. Le fait d'appliquer les thèmes ou de réfléchir à résoudre un problème business au travers d'un cas, c'est très intéressant et ça donne une certaine ouverture d'esprit, surtout quand on se rend compte, bien sûr, que pour résoudre un problème business dans une entreprise, il n'y a pas qu'une seule réponse. Et il y a pas nécessairement la bonne réponse non plus. C'est parfois un peu du bon sens, mais il faut vraiment tenir compte de toutes sortes d'aspects différents qui sont parfois contradictoires et faire des choix. En effet. Et alors il y a tout l'aspect, plus particulièrement tout l'aspect stratégie et finance, parce que bon, j'avais déjà une formation de marketing avant. Bien sûr, tous les cas marketing étaient super intéressants parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre non plus. Mhm. C'est un peu comme en musique, euh, on n'a jamais fini d'apprendre non plus. Oui, Euh, d'autant plus que le marketing lui-même a subi de plein fouet, ou en tout cas bénéficié pleinement, selon le côté où on se trouve, de toute l'évolution digitale. Et c'est certainement quelque chose d'ailleurs, qui a été un sujet dans le fait de trouver le bon équilibre dans la formulation de ce module-là, dans le programme, qui est d'essayer de garder la balance entre toujours faire du marketing parce qu'un client reste un client, un segment reste un segment, et qu'on va pas juste jeter Kotler par la fenêtre. Et de l'autre côté, apporter toute la dimension digitale qui doit venir actualiser les méthodes, les oui, tactiques et la façon de laquelle on travaille. oui, pour moi, tout ce qui est l'évolution digitale, ce sont des outils supplémentaires qui sont à notre disposition en tant que marketeer. Mhm, C'est pas une fin en soi. Certains le voient comme une fin en soi, mais je trouve que c'est une erreur. mhm. Après, ça dépend à quel client on s'adresse. Si on s'adresse à des personnes plus âgées, évidemment, les réseaux sociaux, c'est pas nécessairement ce qu'il faut, ou même les types de réseaux sociaux qu'il veut utiliser.
Oui. Mais je dirais, il faut toujours se tenir au courant de ces nouveaux outils. Et comme on n'est jamais à l'abri d'une surprise, parfois les histoires d'âge, etc., ne permettent pas de préjuger nécessairement de la capacité d'un utilisateur particulier ou même d'un segment Absolument pas. à s'engager par rapport à ce canal-là, hein. Absolument pas. Aussi bien que certaines entreprises ont parfois une sorte de prétention de connaître les besoins des clients, mais en fait, on les connaît jamais Mhm. suffisamment. Mhm. Je me rappelle chez Bose avoir été des études préliminaires pour le lancement d'un produit, mais c'était plutôt à l'état du concept produit que l'on validait via une société externe. On allait chez les clients avec des prototypes. Et en leur posant des questions, on se rendait compte que parfois l'utilisation qu'ils peuvent en avoir est complètement différente par rapport à ce qu'on en pensait. Donc il faut se remettre en question en permanence et dans le marketing, il faut pas hésiter aussi à faire des tests, tester les choses et apprendre à connaître sa cible en testant des choses. Effectivement, et C'est pas on a aujourd'hui plus de moyens que jamais d'ailleurs de tester, hein. oui, oui, tout à Et- fait. Les nouvelles techniques ou technologies à nos dispositions permettent effectivement d'aller pour certains points en tout cas plus rapidement ou pour gérer un certain nombre de données, ce genre de choses, mais la démarche est toujours la même. Il faut toujours se remettre en question. On a toujours un a priori par rapport aux besoins d'un client, mais il faut être toujours très très attentif à ça. oui, je souris toujours quand j'entends les uns et les autres parfois s'extasier sur des tests AB, des choses comme ça, et je me permets quand même de rappeler que Ogilvy faisait déjà des tests avec ses publicités qui étaient des tests quantifiés, et c'était dans les années 60. Simplement il n'avait pas les mêmes moyens. Tout Euh, à fait. donc voilà. Donc ça, c'est une illustration du fait que les fondamentaux restent et les moyens changent. Et ça, c'est sans doute Oui, aussi un aspect. oui, tout à fait. Est-ce que tu penses à d'autres choses qui seraient des, des éléments ou des points que tu voudrais relever? J'ai vu la méthode des cas, effectivement, la méthode des cas est d'une puissance insoupçonnée, en fait, à la fois du côté de ceux qui apprennent et du côté de ceux qui les animent. Oui, mais au moment où on prépare les cas, enfin au début, il faut un peu le temps de démarrer, de comprendre un peu le processus, et c'est vrai que ça demande énormément de travail, surtout que sur toute la semaine, on a l'analyse, enfin le débat, disons, sur les solutions possibles au cas le samedi matin. Et puis, ben voilà, le samedi après-midi, on prend un peu de repos quand même. Et puis le dimanche, il faut s'y recoller parce qu'il faut préparer le cas suivant. Oui, mais ça c'est resté. Donc Euh, on est resté oui, sur une philosophie qui consiste à ne pas lâcher sur ce principe qui dit que pour apprendre quelque chose, il faut le travailler, qu'il faut triturer la matière, qu'il faut se oui, frotter à la problématique pour pouvoir finalement maîtriser les sujets, s'enrichir aussi des points de vue d'autres personnes. Et on a en fait beaucoup axé, on a continué à beaucoup axer sur la préparation du cas. Maintenant, le programme est très concentré. Toi, tu as fait le CEPAC vers 2001, si je me souviens oui, bien, oui. On a beaucoup. Donc, le jeudi soir reste extrêmement intense. Vendredi est aussi le moment où les groupes préparent leur réponse, et le samedi matin ou le samedi en journée, c'est l'animation. Et on est resté sur cette rythmique, effectivement, où on reprend le dimanche, on prépare pendant toute la semaine, et après, il y a euh, les animations et les cours, et puis il y a les séminaires résidentiels dont on peut peut-être oui. parler un peu. Je sais que c'est un sujet dont tu conserves des souvenirs. Oui, oui, c'était très intensif aussi. Je crois qu'il y en a eu deux, mais je me rappelle de un en particulier qui était un business game. Et après, bon, il y a toujours des débats entre oui, c'est un peu fictif comme situation, qu'est-ce qui se passe, mais en fait, on se prend au jeu Oui, parce que chaque heure ou chaque 2 heures, je sais plus, on a un point et puis on voit les parts de marché qui se cassent la figure ou qui explosent. On ne sait pas toujours comprendre pourquoi. On se dit mhm, zut, qu'est-ce qu'on va faire il faut une stratégie, il faut se mettre d'accord entre le groupe et soutenir la stratégie. On voit aussi les groupes qui tirent dans tous les sens, ça marche pas. Donc on voit en fait, quelque part un peu fictif, mais ça permet quand même de voir que, en tout cas, ce que je retiens, c'est que quand on a une stratégie, il faut d'abord réfléchir à sa stratégie, et quand on a une stratégie, il faut s'y tenir. Après, la manière d'y parvenir,
l'évolution des choses, il faut rester flexible et Les, s'ajuster. les tactiques peuvent Les changer en tactiques peuvent effet, s'ajuster, oui, oui, mais là, si on prend une stratégie, je sais pas, de prix élevé avec qualité, etc., il faut s'y tenir, il faut avoir certains investissements dans le call center, dans la qualité de produit, ce genre de choses. Il faut que tout soit cohérent. Les choix doivent être cohérents. Mhm. Oui, et ce que tu disais sur le fait que quand on est dans une dynamique un petit peu dispersée où ça tire tout azimut, c'est beaucoup moins efficace. Le travail même du groupe est beaucoup moins efficace que quand on arrive à avoir une espèce d'alignement, une espèce de socle commun qui procède du fait qu'on se soit suffisamment parlé, qu'on se soit suffisamment aligné. Oui, Et je dirais que ça nous fait quasiment toucher directement à des notions de travail en groupe et aussi de leadership. Et je me demandais ce qu'a été ta perspective de ce que tu as appris sur le leadership à travers le programme et de ce que ça a évoqué pour toi, cette manière de travailler en termes de leadership. mais c'est complémentaire par rapport à ce qu'on peut avoir comme expérience dans la vie professionnelle. Et ça donne certains éclairages. Bon, par exemple, pendant le business game, c'est l'apprentissage où il faut vraiment se mettre d'accord sur une stratégie et s'y tenir. Après, dans l'étude des cas, il faut écouter l'avis des autres. Il faut pas essayer d'imposer son propre avis. Parfois, on a envie. Si c'est un cas, je sais pas, finance, il y a le financier qui va dire ouais, mais non, moi j'ai la réponse. Il faut faire ça, il faut faire ça. Mais d'autres points de vue sont parfois tout à fait pertinents. Donc, Non seulement ils sont pertinents, mais en plus de ça, il y a un enjeu pour tout expert d'un sujet qui est celui d'arriver à le rendre accessible à d'autres dont il a besoin pour cheminer ensemble, hein, pour réaliser les choses. Donc c'est un petit peu ça que c'est un petit peu un des effets que l'on vise, nous, d'un point de vue pédagogique ou d'un point de vue organisation du programme, c'est effectivement ça, c'est euh, cet accompagnement des personnes et des groupes dans cet exercice extraordinairement difficile qui consiste à suspendre le jugement pour ouvrir le champ juste de la curiosité, de l'exploration, de l'écoute, d'une vérité mhm. autre que la mienne qui peut enrichir la Oui, mienne quelque part. Et après, ça permet d'avoir une espèce de fluidité dans la réalisation de la chose collective, qui peut être un cas auquel on répond ensemble, ou simplement dans une simulation, comme un business game qu'on continue à voir. On continue à voir des séminaires résidentiels oui, avec des simulations qui sont très immersives. Et comme tu disais, tous ceux à qui je parle me disent, on se dit que c'est du faux, on se dit que c'est du toc, et quand même, on est tellement pris dedans qu'on a des comportements qu'on ne soupçonnait pas qu'on était oui, susceptible oui, d'avoir, sous stress, sous pression, oui, sous oui, machin. Donc c'est que ça marche vraiment. C'est que ça marche vraiment. oui, 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 ça Donc, marche. donc oui. Et du coup, ça fait que, je- tu sais, une question que je pose souvent à nos alumni, c'est, j'essaye de comprendre, puisque en fait, dans le programme, nous, on est très clair quand on le présente à ceux qui sont intéressés pour le rejoindre. On a toujours un processus qui est très sélectif pour s'assurer d'avoir la diversité d'expériences, la profondeur d'expérience, l'attitude d'apprentissage, la capacité aussi d'évolution des personnes et l'envie de collaborer, l'envie d'évoluer, c'est quelque chose de très très important. Et une des choses que l'on fait, c'est nous on structure les choses pour qu'il y ait un apport pour la personne et pour qu'il y ait aussi un apport pour l'organisation au sein de laquelle la personne travaille, qu'elle travaille comme indépendante ou qu'elle travaille comme employée, peu importe. Et toi qui es passé, qui a eu un cheminement, tu racontais un petit peu ton passage dans différents milieux professionnels depuis que tu as fait le CEPAC à l'époque, le MM maintenant. Si tu Oui. devais identifier ce que le programme peut apporter indirectement à l'entreprise, aux entreprises dans lesquelles tu as pu collaborer, tu dirais quoi? Je pense que c'est un peu lié à cet aspect d'ouverture d'esprit et le fait de côtoyer des gens d'autres secteurs, d'être dans des business games ou de la préparation des cas où on échange beaucoup des points de vue différents. Mhm, Et on se rend compte que quand on est dans un environnement professionnel, en fait, c'est la même dynamique, hein. mhm, Bon, ça dépend de l'environnement. J'ai participé à des environnements un peu différents, mais quand on est dans une boîte où finalement au niveau stratégie, c'est pas nécessairement clair et puis tout le monde fait un peu à sa mode. Enfin, ça peut arriver. Hein, on se rend bien compte que ça va pas fonctionner.
Une autre boîte où, par exemple, chez Bose, ça c'est vraiment c'est immersif en ce sens que c'est une boîte qui sait exactement ce qu'elle veut faire. Mhm. Et au niveau, c'est vraiment une stratégie de différenciation. Et de manière systématique, par exemple dans certaines lignes de produits, quand on voyait que tous les concurrents allaient dans un côté, ben on allait de l'autre. Oui, Et puis 2, 3 ans après, on voyait les concurrents qui se disent tiens, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent des parts de marché dans ce domaine-là, donc on va faire la même chose. Ils nous oui, suivaient, mais nous oui. on avait déjà un coup d'avance pour aller dans une autre direction. Euh, donc je veux dire des boîtes qui savent très très bien ce qu'ils font et d'avoir toutes les ressources qui sont alignées derrière pour supporter cette direction-là. Ça c'est vraiment un environnement assez épanouissant où on apprend énormément de choses. Mhm. Après d'autres environnements plus challenging, je vais dire, où c'est pas aussi clair. Là, il faut vraiment déployer beaucoup d'écoute et d'empathie vis-à-vis des autres pour essayer que les choses aillent dans la bonne direction. À travers tout ce que tu embarques en tant que personne, comme manière de faire, comme manière d'être, comme méthode et comme attitude, finalement, que tu finis par avoir une espèce de un peu d'un effet de contagion, ou en tout cas un effet de fluidifiant dans l'organisation dans laquelle tu te trouves, si je comprends bien. Oui, en tout cas, moi, c'est ma manière de fonctionner. C'est vraiment, je dirais, du networking interne en Mhm. fonction de l'objectif que j'ai ou que l'équipe a ou Mhm. de ce qu'on me demande de faire en tant que freelance. Mhm. Je vais toujours chercher à identifier les personnes qui, de loin ou de près, sont impliquées dans ce que j'ai à faire, de comprendre de manière plus large ce que je dois faire par rapport à l'environnement, être certain avec mes donneurs d'ordre, de savoir dans quelle direction je dois aller, quelles Mhm. sont les frontières, les limites. Mhm. Et puis je vais impliquer un maximum de personnes pour emmener des personnes avec moi dans la bonne direction. Mhm. Et là, Ok. ça rejoint un peu le chef d'orchestre Oui, quelque en part. effet, j'allais le dire, le guide, le chef d'orchestre, oui, en effet, en effet. On reparlera de ce parallèle entre la direction musicale et certaines fonctions en particulier dans l'entreprise. Je suis sûr à l'occasion. De toute façon, le rendez-vous est pris. Oui, Je voulais te demander, nous, on a parfois des personnes qui se posent la question du volume de travail, qui hésitent parfois par rapport au volume de travail. On essaye d'être très 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 clair, c'est-à-dire qu'on ne minimise absolument pas parce que on pense que c'est essentiel que tout le monde se fasse une idée très claire de dans quelle pièce ils vont jouer, et aussi parce qu'on n'a pas envie de devoir lâcher en cours de route sur le volume qu'on veut transmettre, pas pour le plaisir du volume, mais parce que dès lors que des personnes qui décident de sanctuariser un moment de leur vie pour apprendre le fond, on veut que ce soit le plus profitable possible pour elles et pour eux. Mais des personnes qui s'inquiètent du volume de travail ou d'effort que représente le programme, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, toi? euh, je dirais il faut faire ça être conscient de ça et faire les choix personnels, de savoir d'être convaincu que c'est le bon moment de le faire. Soit, bon, ça dépend de la situation familiale, je vais dire, hein, mais les personnes qui ont un jeune bébé, par exemple, c'est pas le bon moment de le faire. Mhm. Moi, j'étais juste marié depuis 1 an. J'en ai beaucoup discuté avec mon épouse avant de me lancer, Oui. mais ça crée quand même des tensions parce que, je veux dire, c'est toutes les soirées. Moi, j'étais derrière mon bureau, quoi, quasi donc pendant 1 an. Ouais. Il faut le savoir et je veux dire, c'est un investissement, un investissement en temps et l'entourage familial doit être avec. Hein. Supporter, Oui, soutenir. Mhm. oui. Oui, c'est ce que nous disent souvent les anciens. Et puis, on a aussi des cas où, en fait, ce qu'ils nous disent tous, c'est que au fil du temps, ça leur apprend à faire les arbitrages d'efficacité sur les différents compartiments de la vie. Mais on a des cas de personnes. Moi, je suis extrêmement admiratif. On a des participantes. Je pense à une en particulier ces dernières années, qui est une femme extrêmement dynamique, très avec beaucoup d'énergie comme ça, une envie de faire et de bien faire et une attitude essentiellement très bienveillante et très juste vis-à-vis des autres, vraiment dans la justesse, hein. C'est-à-dire pas le côté juste sympathique, mais aussi parfois pour dire les choses qui doivent être dites, mais les dire d'une manière non abrasive, j'ai envie de dire. Mhm. Cette femme a 3 enfants et elle a fait le programme, donc
Ah, c'est tout à fait faisable, hein, mais il faut être bien organisé et conscient de l'impact au niveau du temps. Et puis ça dépend si on travaille full time ou pas. Je veux dire, ça dépend. Parfois moi je sais que chez Belgacom on avait tous des plans de formation, donc notamment au niveau du coût, c'était en partie supporté par mon employeur à l'époque. Euh, et donc certains employeurs peuvent donner aussi parfois des crédits temps, ce genre de choses. Mhm. Donc ça dépend Mhm. d'une personne à l'autre et de l'environnement, hein. J'ai 2 exercices, juste avant de conclure, qui sont un petit peu de l'ordre du créatif et de l'imaginaire, mais si tu pouvais faire une petite bouteille à la mer et que cette mer n'était que celle du temps et qu'elle pouvait Hmm. amener cette bouteille vers le passé, vers toi-même avant de faire le programme, qu'est-ce que tu mettrais dans le message? Vas-y, fonce, fais-le. Ok, bien, c'est clair. Et confiance. Et confiance, ok. Et puis je voudrais juste faire un exercice où on va collaborer là pour le coup, faire du c'est pas que MM à plein tube. Je commence une phrase et tu la termines avec ce qui te vient en tête, comme ça te vient en tête. Oui. Si le MM était un animal, ce serait quoi? Ce serait Hmm. Un guépard. un guépard. Si le MM était une boisson, ce serait Une boisson énergisante. J'ai pas de marque en tête, je n'en bois pas moi-même, donc ça va, on dirait une boisson énergisante, c'est bien. En effet, cette thématique de l'énergie revient souvent un quand on fait cet expresso. exercice-là. Un expresso, ok. Si le MM était un endroit du monde, ce serait Une ville très, un peu comme New York, très animée, très avec beaucoup de vivante. gens très vivants. Oui. Mhm. Si le MM était une plante, ce serait Hmm. Voilà. Euh, un chêne, un, ok. un jeune chêne, je dirais, mais qui va beaucoup grandir et s'épanouir par la suite. Ok, donc solide et avec du potentiel. Voilà. Si c'était un film, si le MM était un film, ce serait Ouh, ça c'est plus difficile. Pas retour vers le futur. Bon, on n'a rien contre la voiture du Retour vers le futur, on n'a rien contre le film non plus. Oui, j'ai pas d'idée qui me vient comme ça. Ok. Mais je note quand même que Retour vers le futur, t'es venu comme ça, il faudrait qu'on essaye de voir un peu quelle était l'association d'idées, ça serait intéressant. Et si le MM était un morceau de musique, ce serait Ah, ah, symphonie de Shostakovich. Ah, j'aime, merci. Et si le MM était un sport, ce serait Je dirais un sport d'endurance. un sport d'endurance, Enfin, moi je nage, natation, je dirais. la natation, ok. Mais écoute, merci pour cet exercice. Est-ce que tu voudrais dire un dernier mot pour conclure l'entretien? Moi, je dirais que c'était très agréable et c'est intéressant de faire une sorte de flashback comme ça euh, par rapport à mon évolution professionnelle récente. Ça permet de comprendre certaines choses. C'est intéressant. Écoute, en tout cas, je te remercie infiniment d'avoir pris le temps de nous avoir rejoints pour ce programme, et puis aussi parce que je sais que tu écoutes le podcast de temps à autre sur la transformation digitale, qui est d'ailleurs la Oui, façon de laquelle on s'est parlé pour la première fois, et donc merci tout à beaucoup fait. d'avoir pris l'initiative, ça me fait vraiment plaisir, chaud au cœur de t'avoir rencontré, puis d'avoir eu cet entretien, donc merci pour ton temps. Moi de même. Merci beaucoup. Merci Frédéric.